is the new radio. Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf ? Bah, pas grand chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. Depuis une quarantaine d'épisodes, j'essaie de vous faire partager ma découverte de la culture et de la société québécoise. Ensemble, nous avons déjà abordé pas mal de facettes. Et j'ai même l'impression d'avoir un peu mieux compris ce pays. Mais bien que singulier, voire unique, comme nous le disait Jean-Marc Léger dans l'épisode 11, le Québec n'en reste pas moins traversé par tous les grands mouvements sociétaux mondiaux. Alors oui, la question du racisme, fût-il systémique ou non, est un sujet au Québec. Si aux États-Unis, c'est le visage de George Floyd qui incarne ce combat, au Québec, on pense à celui de Joyce Echaquan qui donne au sujet une dimension locale vraiment très ancrée. Oui, l'environnement est aussi un sujet au Québec. Alors certes, ici on bénéficie des plus grandes réserves d'eau potable et on a encore la chance d'avoir 4 saisons. Pour autant, l'impact du changement climatique ici aussi a ses conséquences, et pas des moindres. Alors que nous enregistrons cet épisode en mai 2022, la province vient de subir d'intenses orages avec, à quelques encablures seulement de Québec ou de Montréal, des tornades absolument dévastatrices. Et oui, la question du genre et plus globalement de la tolérance et du droit à la différence est aussi un sujet au Québec. Mais un sujet qui a été pris très au sérieux très tôt. Saviez-vous que c'est en 1977 au Québec qui deviendra la première juridiction à inscrire l'orientation sexuelle l'orientation sexuelle comme motif de discrimination dans sa charte des droits et libertés? Saviez-vous que c'est ici, au Québec, que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie a été initiée, dès 2023? Saviez-vous que c'est au Québec qu'a été élue la première femme trans? Et saviez-vous qu'elle est devenue la mairesse de son village, en devenant ainsi la 5e mairesse trans au monde? Et saviez-vous quel est mon invité aujourd'hui? Salut Julie Lemieux. Bonjour, comment ça va? Très bien, et toi? Ah, ça va bien. C'est une belle journée qu'on a eue aujourd'hui avec du beau soleil et pas trop chaud. Et pas trop chaud, et pas d'orage, parce que je le disais, les 2 derniers jours ici, ça a été franchement tannant. On s'est tapé des orages, on s'est vraiment tapé des tornades. Je le disais en introduction, mais c'était pas pour faire des jolies phrases. On a eu des tornades avec des conséquences assez dramatiques. On a un printemps et un début d'été assez particulier, dirons-nous. Oui, effectivement. Surtout quand on regarde, on a commencé mai avec une canicule, après des tornades, et on se gèle. Oui, c'est ça. C'est assez fou. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre émission qu'on a fait avec Gilles Brien, le météorologue. Je ne pensais vraiment pas qu'au Québec, on pouvait ressentir de manière aussi forte les changements climatiques. Alors je ne sais pas pourquoi. Évidemment, Gilles m'a très vite démenti en me disant bah non, qu'au contraire, à la limite, on les sentait peut-être encore un peu plus ici que dans des pays dits plus tempérés. Mais franchement, ça devient quand même franchement compliqué de nier le changement climatique quand, comme moi maintenant, on a passé presque 2 ans au Québec. Ce qu'on voit est assez dingue et en discutant avec tout le monde, ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voyait pas il y a encore 10 ans. Ceci étant dit, la journée d'aujourd'hui était absolument magnifique. On a pu en profiter.
Voilà, c'était une journée fériée au Québec et il y a un mec qui a calé un enregistrement en fin de journée, pensant que c'était une journée absolument normale, mais c'est normal. C'est une truffe, comme quoi il a beau travailler sur la culture et la société québécoise, il n'a pas encore tout compris, le pauvre gars. Voilà, mais c'est vraiment super gentil, Julie, d'être quand même là au rendez-vous. Et c'est tellement gentil que c'en est aussi très étonnant, puisque j'ai face à moi aujourd'hui quelqu'un de particulièrement engagé, avec un emploi du temps que j'imagine absolument abyssal. Engagé pourquoi ? Engagé sur un plan professionnel. Julie, tu me dis si je dis des conneries. Tu es ébéniste, charpentière, oui, menuisière, à ton compte, et dans le cadre de ton activité professionnelle, tu es engagé dans de multiples comités, tables rondes régionales. Enfin, il y en a de partout. Tu m'en as gentiment cité 7. Voilà, une paille, mais j'imagine que tu m'en as épargné 2-3. Voilà, très très engagé professionnellement, très engagé auprès de ta communauté. Là, on va revenir, ça va être le sujet principalement de ce podcast, mais à des postes très importants et très actifs. Et ben forcément aussi très engagé politiquement, parce que on se retrouve mairesse d'un petit village, très Saint-Rédempteur, c'est ça? Très Saint-Rédempteur. C'est comme disait une fois un journaliste, on aurait voulu le planifier qu'on n'aurait pas pu. Hein? C'est assez ironique, considérant la position de l'Église catholique face aux minorités de la communauté LGBTQ2S+. La position de l'Église catholique, elle s'est assoupie, on s'entend dernièrement, mais quand même assez rigide. Et pour vous dire que j'ai été élu dans la première au Canada, la première femme trans au Canada, élue dans un village qui s'appelle Très Saint-Rédempteur, c'est assez drôle, merci. Ah ouais, c'est cocasse. Et vraiment, surtout que ma venue en politique était pour sauver un patrimoine religieux. Genre, c'est pour en mettre une autre couche, finalement. Mais c'est absolument fou. Alors, tu vois, on est directement passé à la phase 2, mais c'est pas grave, parce que c'est l'une des questions que je voulais te poser sur ce rapport entre les communautés. Alors, excuse-moi, moi, j'ai pas l'acronyme en entier. J'ai vu que tu le maîtrisais super bien, mais j'avoue que moi, après LGBT, Q2S. éventuellement le plus, ouais. Voilà. Mais après, oui. Il y a d'autres lettres oui, qui se rajoutent avec le temps pour s'assurer finalement que toutes les sphères finalement soient recoupées. Mais c'est vrai que du coup, on a du mal un peu. Oui. Enfin, moi, j'ai du mal à peu près toutes les mémoriser. Je m'en excuse. Mais je reviens sur ce rôle de la religion. Au Québec, la religion, elle est partout, ou en tout cas, elle est jamais très loin. On en parlait juste en off, juste avant de commencer l'enregistrement. On parlait des sacres. Hein, oui. des jurons ici qui sont à peu près tous d'origine religieuse. On a le poids de la religion dans l'histoire un peu. J'ai parlé de Joyce Echaquan tout à l'heure. On sait que le rôle de la religion dans ce qu'ont été les pensionnats autochtones et plus globalement dans les relations qui ont géré qui ont géré la population avec les autochtones n'est pas neutre. On va bientôt d'ailleurs avoir le pape qui va venir ici faire amende honorable. En tout cas, essayer, on espère. Et il y a de quoi faire, il y a du boulot. Sauf que la religion, moi, de ce que j'ai vu ailleurs dans le monde, elle n'a pas toujours été très très cool avec les communautés LGBT. Moi connu, j'étais encore en France quand il y a eu la mise en place du mariage dit pour tous, avec des manifestations assez fortes dans lesquelles, faut pas se leurrer, la religion prenait une part très 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 forte. Et toi, tu te retrouves mairesse trans à Très Saint-Rédempteur au Québec. Oui, mais ce que tu parles finalement, c'est les manifestations qui ont eu lieu en France. Là. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. On a suivi ici la situation qui s'est passée en France, puis c'était quand même assez
comment dire, rude. Tu sais, il y avait des manifestations assez, il y avait beaucoup de colère, il y avait beaucoup d'incompréhension, je crois, à travers ça. D'ailleurs, Totalement. j'ai rencontré, v'là 3 ans, Madame Taubira. Elle est venue, oui, j'ai rencontré personnellement, vraiment une chic femme. C'est elle qui a porté cette réforme, effectivement. Ouais. Exactement, c'est elle qui a porté cette réforme. Elle a reçu un prix de la Fondation Émergence d'ailleurs par rapport à cette, parce que il y a eu un moment qu'elle était seule à défendre ce point-là en France. Ou en tout cas, très sincèrement, je pense qu'elle a jamais été seule, puisque beaucoup de sondages ont donné beaucoup d'appui. Par contre, comme souvent en France, les gens qui sont d'accord sont relativement silencieux. Oui. Et ceux qui sont pas d'accord, même s'ils sont souvent minoritaires, sont particulièrement bruyants. C'est un peu partout pareil, je crois. Voilà. Mais ceci dit, pour revenir ici à ce qui se passe au Québec, où la religion est encore quand même très 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 forte. J'aimerais bien que tu puisses me dire un petit peu quels sont les rapports aujourd'hui qu'il peut y avoir avec la religion ou le fait religieux d'ailleurs, parce que distinguons vraiment l'organisation religieuse, les organisations religieuses et le fait religieux et la communauté. Ben, pas qu'on en subit encore, de moins en moins, les nouvelles générations s'accrochent à la religion. Là, encore 20 ans, il y avait beaucoup de stigmates, de moins en moins de stigmates dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui, vraiment, on vient incarner de plus en plus la laïcité à travers les sphères publiques. Comme nous, à la Tressée Rédempteur, il y avait encore, fait pas si longtemps, avant que je devienne mairesse, il y avait encore un crucifix dans l'hôtel de ville, accroché dans le bureau administratif. On a enlevé ça. C'est pas de renier la religion, pas du tout, mais c'est comment on dit, d'incarner la laïcité. Parce qu'il faut comprendre que c'est pas tous qui ont la même vision de la religion. Je pense que c'est quelque chose qui est personnel. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu un certain débat. Le Bloc québécois a emmené à la Chambre des communes le fait d'enlever cette prière-là, tu sais, dans l'exercice de la fonction de l'État canadien. Et ça a été refusé. C'est pour dire qu'il y a encore quelque chose qui s'accroche, qui veut résister, mais il faut dire que dans les décennies dans le dernier siècle, le 20e siècle, ça a été quelque chose d'extrêmement fort. Jusque genre dans les années 80, c'était fort la religion. Ça a commencé finalement les enfants, les baby boomers, là, tu sais, qui ont comme décroché, puis qui ont appris à leurs enfants de décrocher. C'est ça qui a commencé à faire une certaine séparation entre les gens, leur religion, leurs croyances et la sphère publique. Et c'est en même temps que la communauté LGBT a été pris en considération aussi dans l'État. C'est drôle parce que l'émancipation de la femme, en même temps l'émancipation de la femme, la séparation de l'État et de l'Église, la communauté LGBT, tout ça a pris plus de place justement dans la séparation de l'État et de la religion. Ça a vraiment incarné la chose. Juste pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément au Québec ou au Canada, l'événement dont tu citais se situe en fait je crois que c'est la Chambre des communes, je crois, on appelle ça, à Ottawa, au Parlement en tout cas, où là toutes les provinces sont représentées, donc le Parlement avec donc c'est le gouvernement fédéral, donc Justin Trudeau, et en fait chaque journée de questions au gouvernement, de débat, commence de manière traditionnelle par une prière, auquel tout le monde n'est pas obligé d'assister, certes, mais ça commence par une prière. Et effectivement, le Bloc québécois, que les auditeurs connaissent bien, puisqu'on a eu Alain Terrien à ce micro il y a quelque temps, le Bloc québécois a défendu une position en disant, bah non,
non, on est un État laïque, donc on va arrêter. Puis accessoirement, il y a des élus à la Chambre, et pas des moindres, hein, en plus, qui revendiquent des croyances différentes, voilà, et qui sont d'ailleurs parfaitement bien acceptées par tout le monde. Mais il y avait encore ce stigmate là du poids de la religion catholique, et effectivement, ça a été refusé parce que presque même sans un véritablement argumentaire, si ce n'est que c'est la tradition. Exact. Souvent, c'est l'argument, hein, la tradition, le mode culturel, on va continuer là-dedans, mais il faut quand même l'appliquer, il faut l'incarner. Si on le crie haut et fort, il faut le faire aussi dans des simples, comment on dit, au début de chaque assemblée, ben ce serait bien peut-être de l'enlever finalement cette prière-là, parce qu'à quelque part, c'est comme crier quelque chose puis pas l'appliquer ailleurs. Tu sais, c'est pas la même religion, la religion catholique d'ailleurs, c'est drôle parce que d'une certaine façon, M. Trudeau veut se faire pardonner ce que l'État a fait avec l'Église pour les communautés autochtones, mais de l'autre côté, on veut garder la prière finalement catholique au début de l'Assemblée de la Chambre des communes. Il y a quelque chose qui est un peu spécial ou paradoxal là-dedans. Tu sais. Fait que c'est ça. Et pour autant, dans ce pays, dans cette province, on se retrouve en même temps avec une mairesse trans dans un village qui s'appelle Très Saint Rédempteur. Comme quoi, le grand écart est un petit peu permanent. Plus concrètement, j'aimerais bien qu'on arrive à la situation de vie aujourd'hui de la communauté LGBTQ au Québec. Est-ce que c'est facile de vivre sa différence au Québec? De ton expérience, est-ce que ça te semble peut-être plus facile ici qu'ailleurs ou moins facile qu'ailleurs? Ça dépend. Ça dépend dans quelle communauté vous êtes au Québec. On s'entend, il y a des communautés au Québec qui sont plus fermées, plus à droite. Plus on s'en va vers l'Est, c'est quelque chose qui est plus difficile à vivre dans la communauté LGBTQ2+. Plus autour de Montréal, c'est plus facile. Mais effectivement, au Québec, au Canada, c'est plus facile vivre dans une communauté LGBTQ2+, à travers la société en général, qu'un peu partout ailleurs dans le monde. Dans le monde, il y a des gens qui se font assassiner parce qu'ils sont seulement trans. Ils n'ont pas ouvert la bouche encore, puis ils sont visés, sont spotés, puis ils sont assassinés. Mais il y a toujours encore une certaine difficulté. Encore, il y a de l'ostracisation. Encore, il y a des personnes lesbiennes et gays qui se font ostratiser. Des fois, c'est plus subtil. Hein? C'est moins dans l'affirmation. C'est plus caché, mais il y a encore des gens ostracisés à cause de leur orientation ou de leur identité de genre. Aujourd'hui, le spectre finalement d'identité de genre est très différent. Ça s'est développé dans le sens que les gens s'affirment beaucoup plus. Pas que les gens s'inventent des trucs, mais les gens s'affirment dans leur entièreté. Et c'est là qu'on voit toute la différence de gris de l'être humain. Hein? Là, on voit un non-binaire, trans non-binaire, des personnes two-spirit. Tu sais, comme on dit 2S, c'est two-spirit. C'est la communauté autochtone. Il y a vraiment une étendue et les gens ont besoin de se faire respecter dans leur affirmation de soi. Et c'est de plus en plus accepté, mais il y a encore énormément de travail à faire dans notre société, même au Québec. On a d'ailleurs, la Fondation Émergence a présenté une vidéo sur finalement un peu qu'est-ce qui se passe à travers le monde sur la violence envers la communauté LGBTQ2+. Je vous invite d'ailleurs à aller au site de la Fondation Émergence. Il y a une vidéo qui l'appelle le 54 secondes, la montre à 54 secondes. Fait que vous allez voir à quel point il y a encore beaucoup de travail à faire, même au Québec. Vous savez, dernièrement, c'est pas il y a quelques semaines de ça, il y a un jeune trans qui s'est suicidé de 10 ans parce qu'il y avait pas l'opportunité
de se déployer. Et la pression était trop forte intérieure, puis décidé de mettre fin à ses jours à 10 ans. Fait que Quel drame. il y a pas, il y a encore besoin d'espace. Les gens ont encore besoin de cet espace pour s'exprimer et c'est pas toujours le cas. Et de plus qu'on va en parler, plus qu'on va libéraliser la chose, plus qu'on va l'intégrer dans notre société, qu'on puisse en parler, plus les gens vont pouvoir s'exprimer et s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on va, comme on dit, on va perdre moins de gens parce que le taux de suicide pour les personnes trans est encore très élevé. Effectivement, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la montre de 54 secondes. Alors l'idée, elle est assez simple. Hein. Elle part d'un constat, c'est que les membres de la communauté LGBTQ globalement ont une espérance de vie qui est plus courte que celle des autres humains sur Terre, et que cette perte d'espérance de vie, statistiquement, ça revenait à faire que chacune de leurs minutes ne fasse que 54 secondes. Effectivement. Les 6 secondes manquantes, c'est celles qui leur manquent que pour de vrai. J'ai l'impression, tu l'as un peu évoqué, mais sur mon ressenti, que effectivement c'est peut-être plus facile. J'ai pas dit facile, j'ai dit plus facile. Ouais. En région de Montréal, qui est une ville très cosmopolite, avec beaucoup de cultures différentes, beaucoup de brassage aussi, ou peut-être qu'on se, un peu comme dans toutes les grandes villes, peut-être qu'on se préoccupe un petit peu moins de ce qui se passe chez le voisin et qu'on le laisse plus facilement faire sa vie et développer sa personnalité. À l'inverse, dès qu'on quitte un peu Montréal et qu'on part en région, c'est un tout autre Québec qui a ses charmes aussi, mais j'ai l'impression en tout cas que par rapport aux communautés LGBT, mais même plus globalement que par rapport à la différence, différence raciale, différence culturelle. Moi-même étant simplement français, j'ai parfois eu des accueils, on va dire, un tantinet frisquet. Voilà. Okay. Mitigé, ouais. Mitigé. Mitigé. Je me gourre ou j'ai tapé juste? Oui, effectivement. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi et Éric Deschenaux, l'ancien maire de Pierreville, on était instigateurs de créer avec le concours de la Fédération québécoise des municipalités, qui englobe environ 1000 municipalités, la déclaration de la diversité et de l'inclusion. Et quand on parle de diversité et de l'inclusion, on parle at large. On parle très largement des personnes qui sont ostracisées, des personnes qui sont racisées, des personnes qui ont une culture différente. C'est ça, l'inclusion et la diversité. C'est d'accepter que l'être humain, que le monde est divers. Tu sais, et que nous sommes tous pareils d'une certaine façon. Parce que moi, j'ai donné une petite histoire courte. Quand j'ai fait une visite en France, là, ça fait 10 ans de ça, j'ai passé 2 mois dans l'Aude. OK? Et vous voyez que je suis assez volubile, j'aime parler aux gens, j'aime m'inclure, hein, et j'ai parcouru la campagne française. J'ai jasé avec les gens. J'ai eu le temps, j'avais 2 mois. J'ai vraiment vécu en France comme n'importe quel Français ou Française. J'ai été faire mon carrefour. Hein, j'ai été chercher mes trucs au carrefour. J'ai cuisiné. J'ai eu des chocs culturels. Hein, les œufs tablettes. Moi, j'avais jamais vu ça de ma vie. Mais au bout du compte, là, après avoir rencontré ces Français-là avec et Françaises qui avaient leurs préoccupations, qui avaient une vision de leur avenir. Et au bout du compte, là, je me suis rendu compte, on est pareil. On est pareil. On est dans 2 cultures complètement différentes, dans 2 régions du monde complètement différentes.
mais on est pareil. On veut les mêmes choses. On veut vivre en paix. On veut se réaliser. On veut être soi dans la réalisation. On n'est pas différent là-dedans. On peut avoir une religion complètement différente, une culture complètement différente, mais avoir des buts communs. Et c'est là qui est la beauté de la chose, c'est de trouver les points communs dans toute cette belle diversité-là. C'est marrant ce que tu dis parce que quand tu parles de ton voyage en France, tu dis que tu as passé 2 mois et que tu as pu discuter avec les gens. Et effectivement, un point que je partage, les différences pour plein de raisons historiques et font peur au départ, sauf que dès qu'on les aborde et qu'on en discute et que tout d'un coup on se met à les comprendre, finalement on se rend compte que non, rien, voire éventuellement c'est juste chouette. Ceci étant dit, tu as pu faire ça parce que tu as pu assez facilement discuter. Oui. Et c'est une des autres différences qu'il peut y avoir entre la France et le Québec. Là aussi, on en a discuté. Alors, c'était d'ailleurs la toute première émission. J'en profite du coup pour saluer et embrasser mes marraines, qui sont Marielle et Irène Lumino. Elles le disent très bien. Elles disent le français, c'est une noix de coco. C'est-à-dire que c'est très dur d'aspect au premier contact. Sauf qu'une fois qu'on a percé la coquille, derrière, c'est open bar, quoi. C'est bien à la maison, on discute de tout et vraiment de tout. Voilà. Le Québécois, c'est un peu l'inverse. Le Québécois, c'est l'avocat. C'est-à-dire que c'est très tendre au milieu. Oh, bah c'est facile, c'est tout mou. Et puis tout d'un coup, quand on arrive sur le sujet, là, c'est un noyau. Et le noyau, il est incassable. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est à la fois très facile de discuter de tout et de rien avec des Québécois, mais dès qu'on veut rentrer dans une relation un peu plus intime et peut-être un peu plus sérieux, bah, c'est peut-être plus compliqué. Or, pour mener ce genre de combat, d'explication, d'aborder la différence et de s'en ouvrir, bah, c'est pas un peu plus compliqué au Québec qu'ailleurs? Compliqué pour une personne qui vient de l'extérieur et qui essaie de percer le noix central? Oui, juste pour quelqu'un qui veut dire, tu parlais tout à l'heure de cet enfant de 10 ans qui malheureusement a mis fin à ses jours, mais justement quelqu'un qui veut dire, ok, maintenant je voudrais vous parler d'un truc, pas forcément de ce qui s'est passé hier soir sur TVA ou Radio-Canada, mais laissez-moi rentrer chez vous. Faut que je vous parle d'un truc important qui parle de moi, qui par miroir d'ailleurs parle de vous aussi, mais qui parle de moi, mais je voudrais qu'on se pose sérieux. Est-ce que c'est... Et là je parle pas d'un immigrant, je parle vraiment d'un Québécois ou d'une Québécoise qui a besoin d'aborder ce sujet-là et de parler très fort. Est-ce que c'est plus facile de trouver... Est-ce que c'est facile de trouver une oreille attentive ici sur ce type de sujet? Très bonne question. Parce que ça dépend des personnalités. J'ai une personnalité qui est un peu marteau-piqueur, mais un marteau-piqueur avec des gants blancs, des gants de velours. J'ai une personnalité qui fait en sorte que je suis un livre ouvert et j'écoute beaucoup. J'ai une approche qui est peut-être différente. J'ai pas eu ces problèmes-là. Mais est-ce qu'un Québécois est dur à percer? Est-ce qu'un Québécois ou une Québécoise, on a une facilité à parler des sujets? C'est pas dans notre ADN d'aller profondément. Ça, je peux le concevoir. C'est récent. Parce que autrefois, c'était beaucoup compte tenu à cause de la religion, c'était beaucoup on n'en parle pas, on dérange pas. Le Québécois n'aime pas déranger. Le Québécois n'aime pas toucher les sujets qui pourraient être compliqués. Donc, il évite d'aller dans cette tag-là. Il reste dans le mou, si tu veux, mais il touche pas la noix. On dirait qu'il y a un tabou un peu à cause justement de notre passé, qui est pas si lointain. Parce que on s'est battu énormément pour notre culture et notre langue pendant des siècles. Et ça le fait en sorte d'avoir un jardin secret peut-être plus fermé, plus qu'on dirait ça, qu'on a besoin de protéger plus, mais qui est resté dans notre façon de vivre, même en 2022. Je pense que oui, tu as touché à quelque chose. Effectivement, le centre névralgique où c'est qu'on commence à rentrer dans l'intrinsèque, le personnel, l'intime, c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile à aller chercher
entre nous. C'est réservé à des personnes très proches. On n'ose pas trop se mettre dans la faiblesse. Mais on a une facilité, par exemple, dans l'expression. C'est sûr. On sait très expressif. On le voit aussi par notre humour. Hein? On essaye d'un peu enlever ce côté diabolique intérieur et on l'exprime en humour. Hein? On va en rire au lieu d'embrailler. C'est comme si embrailler, c'était comme non, on veut pas aller là, c'est trop difficile. On va rentrer trop dans des choses qu'on n'aimerait peut-être pas toucher. Oui, effectivement, on est peut-être le Québécois, la Québécoise a un jardin peut-être secret et qui est difficile à atteindre. Et c'est vrai que je me dis que ça doit pas être facile quand on vit des choses dans sa personnalité, dans son corps, quand on vit des choses et qu'au début on ne les comprend pas forcément et que c'est peut-être pas facile de dire que c'est plus compliqué qu'ailleurs de trouver une oreille attentive, quelqu'un pour t'aider, t'expliquer, d'où l'importance de la Fondation Émergence et de tous les organismes dans lesquels tu t'engages. À l'inverse, et quand je dis ça, je pense à quelqu'un en particulier, d'un cas très concret, cette distance et ce refus aussi d'aller dans l'intime me semble peut aussi avoir un côté très confortable. C'est-à-dire que là, je parle plutôt de quelqu'un qui a, ça y est, qui a décidé d'assumer ou qui a compris ce qu'elle était, et qui veut juste le vivre. Alors, il y a probablement des étapes encore, mais qui veut juste le vivre. Et il y a quelque chose d'assez agréable dans le fait de se dire que les voisins, les gens ne se préoccupent pas de ce qui se passe derrière la porte d'entrée de la maison. Autant ils peuvent vous pourrir la vie si vous ne tondez pas bien la pelouse et assez régulièrement parce que ça fait moche dans le quartier, mais ce qui se passe à l'intérieur, en gros votre vie privée, votre être, ils peuvent s'en tamponner le coquillard comme de l'an 40. Et quand on n'a pas forcément envie d'avoir ces débats-là ou qu'on veut simplement être tranquille, comme les autres, pour le coup, on est comme les autres, tranquille peinard. Et ça, c'est peut-être un des points forts du Québec. Effectivement. D'ailleurs, c'était le père de Justin Trudeau qui a emmené cette loi omnibus de décriminaliser l'homosexualité. C'est dont on parlait en 77. 77, mais ça a commencé en 69, la volonté de le faire, décriminaliser l'homosexualité. Et M. Trudeau, qui était premier ministre, quand il a fait comment on dit, les droits justement pour décriminaliser ça, c'était le père de Justin Trudeau. Et il lui a dit un truc, un peu ce que tu dis en ce moment. Nous n'avons pas d'affaire à régir, l'État n'a pas d'affaire à régir qu'est-ce qui se passe dans une chambre à coucher. C'est ça que le premier ministre Pierre Elliott Trudeau a dit. L'État n'a pas à régir ça. Ouais. Et je vais revenir dessus parce qu'en plus dans mon intro c'est le moment où j'ai bafouillé et je m'en veux encore parce que c'était un sujet sur lequel il fallait pas bafouiller. En 1977, le Québec devient la première juridiction au monde à inscrire l'orientation sexuelle comme motif de discrimination dans sa charte des droits et libertés. C'est-à-dire que ça devient de la discrimination si on y fait référence. Comme c'est le cas pour d'autres questions aujourd'hui. 1977, quand même. C'est pour ça que je disais dans l'introduction que le Québec, malgré tout, était assez précurseur, parce que quand je vois qu'aujourd'hui, je rappelle, on est en mai 2022, la France est en pamoison parce qu'on vient de nommer pour la deuxième fois de notre histoire une femme au poste de première ministre. Voilà. Moi, je suis au Québec et je suis en train de parler des droits et de la communauté LGBTQ avec une mère trans d'un village qui s'appelle Très Saint Rédempteur. Voilà. Mais c'est ça qui est magnifique et aujourd'hui, en ce moment, parce que là, en 2021, j'ai été réélu. Parce que j'ai été élu pour la première fois en 2017, en 2021, parce que c'est pas la même chose. Hein. En France, vous avez des termes pour les maires de 6 ans.
Nous, c'est 4 ans. Donc, j'ai été élu la première fois en 2017. J'ai été réélu en 2021. Comme quoi, je fais bien mon travail. En tout cas, je pense que je fais bien mon travail parce que j'ai été réélu à 74%. Les administrés ont l'air de le penser aussi. Effectivement. Fait, donc, c'est pas... C'est pas un contraire qu'on vive notre soi et être compétent dans quelque chose. Alors justement, t'es 2017 réélu, donc bouge pas, je suis pas très doué en maths, mais de 2013 première élection. Oui. Est-ce que le fait d'être trans était un sujet au moment de la campagne électorale ou absolument pas du tout? On parlait juste de la commune et de ton programme pour la commune. En 2013, quand je me suis présenté pour conseiller municipal, il y avait un grand vent de rumeurs. Le monde en parlait. Il y avait des personnes d'ailleurs qui savaient et prenaient ce sujet-là comme étant un sujet négatif. Hein? On ne peut quand même pas élire une conseillère municipale trans. Ça n'a pas d'allure. Non. Ça a été entendu dans les, comme on dit, dans les maisons. Les gens, certaines personnes voulaient utiliser ça comme un point négatif. Mais j'ai été élu par acclamation cette fois-là. La première fois que je me suis présenté au conseil municipal de Tressé-Rédempteur pour être conseiller municipal, j'ai été élu par acclamation. Il n'y a pas personne qui se présentait à mon poste. C'est quoi être élu par acclamation? C'est donc, si je me présente à un poste de conseiller municipal, personne se met contre moi. D'accord. Donc, je suis élu, au début de l'élection, je suis élu par défaut. Parce qu'il y a personne d'autre sur le poste que moi. Donc, j'ai été élu par acclamation, mais à la suite de ça, les gens ont quand même parlé de ça et ça s'est propagé, la nouvelle. En 2000, j'ai été pendant 4 ans conseiller municipal. En 2017, tout le monde le savait. Je me suis présenté à toutes les maisons parce que je voulais aller chercher la mairie. Je voulais me présenter au poste de mairesse. Parce qu'on dit mairesse au Québec, mais un poste de maire, mais pour me présenter au poste de maire, j'ai voulu vraiment aller voir tous les gens. Fait que j'ai, à toute fin pratique, été cogné à toutes les portes. Personne ne me posait vraiment la question parce que ça faisait 4 ans que je m'occupais des loisirs à Tressé-Rédempteur. Les gens ont venu me voir. Au début, les gens, probablement, qui se sont dit, c'est Julie la trans. Puis, avec le temps, c'était Julie. C'est pour ça qu'en 2017, quand je me suis présenté à la mairie, que j'ai cogné à toutes les portes et j'ai parlé du programme, comme est-ce que je voulais obtenir pour eux, construire pour eux, c'est le programme et c'est Julie pour qui on voté. Ça m'amène à une... En 2017, est-ce que tu as eu un opposant ou une opposante? J'en avais 2. 2? J'avais l'ancien maire, parce que le maire qui était le maire parce que j'ai été conseiller municipal avec le maire qui s'appelait Jean Lalonde. Monsieur Lalonde a été 20 ans maire, 4 ans conseiller municipal, faisait 24 ans qu'il était dans le conseil. Et le maire, quand j'ai confronté le maire pour aller avoir son poste, ce maire-là était le préfet. Le monsieur avait un titre encore plus grand que le côté maire. Et il y a une autre personne, une autre dame qui s'est présentée aussi, qui voulait le poste. On était 3 à vouloir le poste. Et j'ai été élu en première position à 48%. Et le maire qui était là était le dernier. Et alors, la question que je vais te poser va te sembler certainement un petit peu bizarre, mais dans ce cas de figure-là, est-ce qu'on peut avoir une campagne au Québec? Est-ce qu'on peut avoir une campagne, j'allais dire, normale? Ou est-ce que on serait passé, j'allais dire, d'un excès à l'autre, où tout opposant à Julie Lemieux deviendrait automatiquement une personnalité transphobe? Est-ce que on peut à ce point-là dépasser le sujet et pour revenir à un débat purement politique,
c'est pas le sujet, c'est pas l'espèce d'éléphant dans la pièce, je crois que c'est ça l'expression. Oui. L'éléphant dans la pièce. Non, c'est juste, t'as le droit t'es pas d'accord, c'est... Je peux vous dire qu'à Tracé Rédempteur, j'ai toujours senti que les gens s'occupaient beaucoup plus de la personnalité et des compétences que du reste. Et je peux vous dire que je le sens pas, et je l'ai jamais senti, qu'un opposant soit transphobe. Ça existe, en tout cas, en tous les cas, à Tracé Rédempteur, ça existe qu'on peut faire une campagne électorale en étant différent et sans que cette marginalité prenne la place. C'est quand même une putain de bonne nouvelle. Ceci était un avis très personnel. Le putain était très senti. Oui. Bah, comme quoi, il y a quand même 2-3 sujets qui m'intéressent et ouais, moi personnellement, j'ai toujours trouvé, mais depuis tout petit, avant même que je connaisse l'existence de ces sujets-là, quand on parlait de la différence dans mon petit village, on parlait plus de la différence de ce qu'on appelait la race, même si à l'école, j'ai appris que la race n'existait pas, les races humaines n'existaient pas. Mais même d'une manière générale, des gens qui étaient pas d'accord et tout ça. J'ai toujours trouvé que c'était une force, la différence, même si j'avoue qu'il y a 2-3 différences qui me gonflent, hein. Voire 2-3 différences qui mériteraient une paire de gifles. Mais globalement, la différence est une forme et c'est ce qui rend la vie et la vie en communauté si belle. Donc, c'est plutôt chouette qu'on puisse avoir des débats sains comme ça, très sains rédempteurs. Chers amis qui envisageaient d'immigrer, regardez, il y a peut-être des baraques à louer à très sains rédempteurs. Ça a l'air d'être un quartier plutôt sympa. Pour revenir à des questions plus prosaïques, est-ce que tu pourrais me renseigner un petit peu sur quels sont les droits au Québec, les droits et les statuts, j'allais dire, un peu légal de la communauté LGBT. Moi, par exemple, je sais que j'ai été assez surpris quand je suis arrivé, que j'ai dû commencer à remplir le festival de formulaires et de démarches administratives que m'avait réservé comme cadeau de bienvenue l'administration canado-québécoise. Voyez-vous, effectivement, par exemple, la question de sexe, donc de genre, me permettait de ne pas répondre ou de m'identifier comme étant soit disant non, c'est quelque chose auquel je ne veux pas répondre, ou alors de m'identifier comme étant, je veux dire, autre. Je sais pas si c'est les bonnes formulations à retenir ou des choses comme ça. Tout ce que je me suis dit, c'est je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est que même dans l'administration, dont on sent bien que les administrations sont pas toujours les éléments les plus rapides à suivre les éléments d'évolution de la société, c'était déjà dedans. Du coup, ça m'amène à plein de questions sur la question du mariage. Quid du mariage pour tous pour les couples homosexuels, quid de la parentalité, de la filiation, de la GPA, de la PMA, de l'adoption. Julie Lemieux, le sujet est posé, vous avez 3 heures. Oui, effectivement, je comprends le 3 heures parce que le sujet est extrêmement large. Bon, je t'avoue que si on peut faire un poil plus court, c'est pas plus grave. Ouais, je vais te raccourcir ça. Mais effectivement, il y a des trucs qui ont changé. Il y a, comme on dit dans l'administration, présentement, c'est certain que depuis novembre, il y a eu une certaine bombe, je vous dirais là, la loi 2, le PL2 qu'on appelle, sur justement certaines questions. Le gouvernement voulait changer les trucs, mais il n'avait pas vraiment consulté. Et ça l'a fait comme une bombe dans la communauté. Ils ont fait quoi? What the? Fait que, là, le gouvernement s'est révisé. Ils ont finalement fait des consultations publiques. Ils ont invité les groupes de différentes diversités à venir s'exprimer. Et maintenant, le travail est en train de se faire. Je pense que en ce moment, ça va être quand même constructif, parce que ce qui avait été avancé en novembre, ça avait juste pas de bon sens, mais ça va être constructif.
parce qu'il y avait entre autres un X pour les personnes non binaires. Il y avait, est-ce qu'on veut dire non binaire, est-ce qu'on va mettre non binaire, est-ce qu'on met rien, est-ce qu'on met un X? Il y a toutes ces questions-là qui ont été avancées et des gens se sont exprimés là-dessus, mais je peux pas parler pour toutes les communautés, mais toutes les communautés ont pu s'exprimer et je crois que le gouvernement en ce moment est quand même de bonne foi et travaille justement à peaufiner les derniers détails. Mais c'est vrai que ça a été, il y a eu, pour le mariage de même sexe, ça fait quand même un bon nombre d'années qu'on peut le faire là, au Canada, parce que ça a été une juridiction, ça a été, comment dire, une loi fédérale. Le mariage de même sexe, ça fait quand même, je pense pas, près de 20 ans, c'est à peu près 20 ans. Donc, ok, donc ce que les Français appellent le mariage pour tous, donc le mariage homosexuel, depuis 20 ans, c'est bon, c'est... oui, nous autres, c'est classé depuis un bon nombre d'années. C'est sûr que dans les premiers temps, l'administration était difficile à faire. C'est que on a beau faire une loi, mais après, faut l'appliquer. Fait que c'est pas toujours évident. Mais effectivement, dans ce contexte-là, il y a du travail qui a été fait. Il y a du travail qui se fait en ce moment. Mais oui, on avance. Donc ça, c'est pas un sujet. Passé caisse. Juste pour mémoire, il n'y a pas si longtemps que ça en France, certains candidats à l'élection présidentielle promettaient de revenir sur la loi du mariage pour tous, portée par Christiane Taubira. Comme quoi, on n'est pas en avance sur tout. Par contre, sur Internet et la 3G, mais c'est autre chose. On est vachement en avance. Donc, le mariage pour tous, le sujet, il est fait. Question de la parentalité. Est-ce que les couples homosexuels peuvent librement se marier, certes, mais est-ce qu'ils peuvent adopter au Québec? Très bonne question. Honnêtement, je vais être très honnête avec vous. Je crois que oui. Cependant, je crois qu'il y a encore du travail à faire sur la nomination des parents sur certains papiers. Est-ce que c'est le père, la mère ou parent? Il y a certaines institutions que ça a été changé, d'autres non. Mais sur la question profonde, sur adopter les enfants, un couple de même sexe qui adopte des enfants, je crois que oui. Je crois que c'est réglé cette situation-là, mais je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que ce bout de sujet-là, je le connais pas vraiment. Et je dirais peut-être des conneries, là. Ok, ça serait pas une bonne idée. Du coup, je vais pas t'embêter avec la GPA et la PMA. Ben, Hein? déjà, j'aimerais savoir c'est quoi ton acronyme. Alors merci. Pour une fois, je viens de caler une québécoise sur un acronyme. Non, parce que franchement, au Québec, les acronymes, mais alors, ils en bouffent. Mais au petit déjeuner, au dîner, au souper, puisque le soir ici c'est le souper, et ils sont tous plus longs les uns que les autres. Donc PMA, procréation médicalement assistée. Yes, oui. GPA, grosse gestation pour autrui. OK. Voilà. Tous des sujets finalement qui est difficile pour une trans. Ouais, tout à fait. Exactement. Mais comme clairement, Un peu loin. mais tu t'occupes et tu représentes, mais t'es investi dans de nombreuses associations qui s'occupent de toute la communauté LGBT Q2S+. Enfin voilà. Oui. Pour une bonne partie d'entre eux, c'est si ce n'est pas des sujets d'actualité, ça en devient la question de la parentalité d'une manière générale. Exactement. Mais c'est un domaine, comme je disais tantôt, c'est un domaine qui est plutôt étranger pour moi. Ouais, ok, bah oui, ouais, forcément. Je connais pas toutes les sphères. Celle-là, c'est une sphère que je dirais que vraiment des conneries parce que je connais pas profondément la situation actuelle. Je connais les enjeux, je connais aussi les problématiques, mais de là à dire actuellement, on est dans telle situation, on est rendu où? Parce qu'il y a eu un moment que le gouvernement a abandonné parce qu'il payait pour la procréation assistée, mais a retiré ça.
Fait que je pense que le Parti libéral a retiré finalement le Parti libéral le Parti libéral a retiré ça parce que ça commençait à être onéreux. Je pense que c'était le ministre Gaétan Barrette qui avait retiré le paiement de la programmation assistée. Eh ben, tu sais quoi, je vais t'enlever le poids de cette question à tiroir de tes épaules, puisque dans quelques jours, le prochain épisode de Fétufrette que j'enregistre, c'est avec le ministre de la Famille du Québec. Voilà. Et justement, on va parler de la petite enfance, qui est un système absolument dingue ici, qui fait beaucoup d'envieux en France, le système de la petite enfance et tout. On va parler de ça, de la famille québécoise, de son évolution, et ce sera probablement parmi des questions que je lui poserai au final. D'ailleurs, vous y direz qu'à Tracé Rédempteur, on aimerait ça avoir un CPE. Je lui passerai l'info, comme ça, je le ferai pas forcément à l'antenne, mais oui, comme ça. Effectivement, un petit parce que justement, je travaille en ce moment. Vous savez, j'ai plusieurs chapeaux, oui, LGBT, mais reste, je suis conseillère régionale et je travaille en ce moment pour essayer d'avoir un CPE à Tracé Rédempteur parce qu'on a des jeunes familles qui ont un grand besoin de garderie. Bah oui. Mais justement, parce que c'était ma première question et en fait, on n'y a pas vraiment répondu. On a vite embrayé sur le reste, mais ça me permet d'y revenir. Engagé dans la communauté LGBT, mais aussi engagé auprès de ta communauté de Très Saint Rédempteur, de ta région, donc en politique, très engagé dans ton milieu professionnel. Ça vient d'où cette volonté de s'engager partout? C'est étonnant quand même. Je dirais, ça fait partie de ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. Peut-être un peu le fait de, tu sais, au départ, de pas s'aimer soi-même et d'aimer les autres plus que soi-même et de s'investir chez les autres. Après, on finit par comprendre que finalement, on est important nous aussi. Mais cette volonté d'aider les gens, cette volonté cet altruisme débordant, mais reste avec le temps. Je me souviens encore quand j'étais adolescente, là, je regardais une de mes tantes laver, tu sais, après le repas on dit des fêtes, là, commence à faire la vaisselle. Et les gens se poussent pas, les enfants se poussent pas pour aller aider ma tante. Moi, j'allais voir, hey, veux-tu que je fasse la vaisselle? Avec toi. Je vais essuyer, je vais laver. Tu sais, j'ai toujours eu cette approche-là à m'impliquer, à vouloir aider, à vouloir changer les choses. J'ai fait de la radio étudiante, je me suis impliqué beaucoup au secondaire. Il y a quelque chose qui est là aussi. Mon père, j'ai une figure aussi chez moi, mon père qui s'est toujours impliqué à son usine. Il travaillait dans le textile. Il s'est impliqué pratiquement dans les débuts dans son syndicat. Hein, il a été pendant 34 ans dans son syndicat. Il a aidé les travailleurs, ses collègues, à avoir des meilleures conditions de travail. Il était dans le congrès. Il a poussé là-dessus. Mais moi, j'ai eu ce modèle-là à la maison, en plus d'avoir cette personnalité-là. Fait que, veux pas, avec le temps, ben on se forme, hein, comme adulte. Et moi, je me suis formé que j'adorais aider les gens, à m'impliquer à aider les gens. Et aussi, c'est pas désincarné, hein, on en retire aussi une satisfaction parce que les gens, on les voit satisfaits, on les voit heureux. Ça nous apporte aussi, hein, de les voir heureux comme ça. Ben moi, je me nourrissais de ça. Je me nourrissais et avec le temps, ben ça s'est toujours développé et j'avais toujours eu, comment on dit, un œil sur la politique. J'étais toujours intéressé à la politique, au patrimoine, à l'histoire. J'adore l'histoire. Et il vient qu'à un moment donné, on se déménage dans une municipalité. Il y a un débat social dans notre municipalité qui parle justement de sauver un patrimoine bâti religieux et on s'implique à un point tel qu'on s'implique qu'on a le goût que ça avance plus vite et on décide d'aller conseillère municipale. Et le reste, vous le savez, après on prend goût encore plus parce on s'aperçoit qu'on a des leviers quand même intéressants qui peut changer les choses, qui peut aider les gens encore plus. Fait qu'on veut aller plus loin.
Fait que là, on veut aller au poste de la mairie. On s'entoure d'une belle équipe. Puis là, on s'aperçoit qu'on est conseiller régional on peut dire une préfecture. Ici, on dit une MRC, mais en France, c'est une préfecture. On s'investit dans la préfecture, on s'inscrit dans des comités, puis on s'aperçoit encore qu'on peut faire des changements. C'est grâce à ça, justement, que avec le concours de la MRC de la préfecture a investi pour créer un groupe d'aide qui s'appelle LGBTQ2+, Vaudreuil-Soulanges. C'était la première fois que c'est arrivé dans l'histoire du Québec qu'une MRC s'implique avec de l'argent public à bâtir un organisme pour aider justement cette communauté-là. Puis j'étais au cœur de ça. C'est là qu'on voit, là on continue, c'est comme, c'est nourrissant d'aider les gens. C'est très nourrissant. Et je m'abreuve de ça. C'est très chouette. C'est très chouette et très émouvant ce que tu as dit. Je dois dire pour les gens qui nous écoutent, qui n'auront que l'audio parce que je suis un feignant et que je refuse de faire du montage vidéo pour l'instant. Malheureusement, ils n'auront pas l'image et je m'en excuse parce que ça aurait été super qu'ils voient ton image sur cette tirade de 5 minutes que tu viens de faire où tes yeux se sont littéralement allumés. Je t'ai laissé l'opportunité de parler des autres et d'arrêter d'un peu de parler de toi et ça... On a senti la joie, l'enthousiasme et accessoirement j'ai trouvé le nom de l'émission depuis le début. Tu vois, je ne savais pas comment j'allais intituler cet épisode. Maintenant, je sais comment il va s'intituler. Le goût des autres. Et si tu voyais mes yeux, il fait pas que s'illuminer, mais il se lubrifie. Ouais, cet épisode s'appellera Le goût des autres et ça va bien. Ce qui me marquait dans ce que tu disais là, c'est que moi, l'image d'Épinal que j'ai des personnalités LGBTQ, pour ce que j'ai pu en connaître, hein, pour ceux que j'ai pu connaître, voilà, sont des personnalités souvent extrêmement attachantes, mais pour lesquelles tout part au départ souvent d'une grande douleur, d'un grand conflit intérieur et d'un grand sentiment de solitude. C'est en tout cas l'image d'Épinal, voilà, que j'en ai. Et toi, ton visage, tes yeux, ta voix s'éclaire quand tu parles des autres et toute ta vie, tout ton engagement, ce court CV que tu m'as envoyé en disant bah voilà qui je suis. C'est simple. Le CV en l'occurrence je suis en train de leur dire en même temps, j'ai à peu près une 20aine de lignes. Il y a la première ligne qui dit « Je suis ébéniste, charpentière, menuisière à mon compte ». La dernière ligne dit « Toujours les pieds sur terre, à aider le plus possible les autres, les citoyens, la communauté ». Déjà celle-là, c'est 2 lignes qui parlent de toi, mais déjà la dernière, elle ouvre sur les autres. Et toutes les lignes qu'il y a entre ces 2 lignes-là, ce ne sont que des engagements au profit de communautés, d'associations, de comités, que des choses au profit des autres. Puis je vous ai épargné beaucoup de détails parce que, comme vous dites, le CV, c'est très difficile de se... Moi, j'aime pas me vanter. J'aime pas Évidemment, là, on veut établir un peu le profil, notre profil quand on émet des lignes, mais on veut pas être pompeux non plus. T'sais. Et dans ma communauté, le monde le voit aussi. C'est que il y a une tempête, ok? Il y a une tempête. La première chose que je fais, après qu'il y a une tempête de vent, je me promène dans toutes les rues. Et minuit et demi, c'est pas grave. Je me promène dans toutes les rues pour vérifier si j'ai pas une branche d'arbre ou un truc qui jonche le sol pour éviter que quelqu'un se blesse, un automobile brise son véhicule, un automobiliste brise son véhicule. Je fais le tour et j'enlève les trucs. Je le fais.
Il y a eu minuit et demi, c'est pas grave, je le fais. Il y a eu, un moment donné, des inondations au printemps. Il y a eu pas un cours d'eau, mais beaucoup d'eau de la montagne qui a coulé, puis ça l'a brisé, ça l'a endommagé 2 routes. Les pompiers ont mis des barricades, et j'étais là jusqu'à 1h du matin pour vérifier que tout était correct. Puis quand l'eau a arrêté de couler, je les ai mis sur l'autre côté de la route, les barricades, parce qu'ils avaient mangé la base en dessous de l'asphalte, et je voulais pas qu'une roue de véhicule brise l'asphalte puis vienne qu'à rentrer dans le fossé. Enfin, j'ai fait ça, il était vers minuit et demi, 1h. Je rencontre un citoyen, on se croise, il dit Salut Julie, comment ça va? Ben, ça va bien, toi. Lui, il avait eu un incendie quelques semaines avant. Son garage, son entrepôt, il y avait des génératrices, mais il n'y en avait plus. Ça avait tout brûlé. Et lui s'inquiétait pour j'espère qu'on manquera pas d'électricité parce que je pourrais pas survivre moralement à avoir une inondation dans mon sous-sol à cause de la pression hydraulique du sol. Puis moi, je lui ai dit, ben, je te donne mon numéro de téléphone, qui est disponible d'ailleurs publiquement. Je te donne mon numéro de téléphone. Je dors avec mon téléphone sur le matelas. Il est toujours allumé. J'ai dit, s'il te viendrait un problème durant la nuit, je m'en fous, tu me téléphones, j'ai une génératrice avec plein d'essence dedans. On l'amène chez toi, on la connecte, tu n'en auras pas de dégâts. Et j'ai eu un mot après, sa conjointe qui me dit, c'est là qu'on voit, oui, tu as un travail à faire en tant que mairesse, mais c'est là qu'on voit que tu es toujours le dernier pied. Mm. C'est des anecdotes de même qui arrivent fréquemment. Et des fois, je m'en vante pas toujours de qu'est-ce qui s'est passé. Ça, j'en ai pas, je pense que je n'ai pas parlé, mais c'est de m'assurer que les gens sont en sécurité et j'essaie le plus possible de prévenir à l'avance ce qui pourrait se passer avec l'administration pour m'assurer que quand il y a des événements vont arriver ou arrivent, on soit préparé. Mais c'est vraiment le cœur qui parle. Quand je me promène dans mon village et que je salue les gens, je ne joue pas à la police. Je veux seulement jaser avec eux, parler avec eux, échanger avec eux, que je sois disponible pour eux, qui n'ont pas besoin d'aller au conseil municipal pour me rencontrer, et qu'ils soient rassurés sur le fait que je suis disponible, peu importe l'heure, peu importe à quel moment, ils peuvent toujours compter sur moi. Les 1025 personnes qui sont là. Mesdames et messieurs qui écoutez Julie en ce moment, politique, au sens étymologique, le mot politique, c'est la vie de la cité. Eh ben, la politique, c'est ça. Voilà. C'était pas le sujet de cette émission, mais moi qui aime la politique d'une manière générale, on entend beaucoup de choses assez négatives et parfois à juste raison d'ailleurs sur la politique. Oh, la politique c'est nul, c'est naze, voilà. Bah, la politique c'est ça. La politique c'est rassurer un concitoyen en plein milieu de la nuit et lui dire que quoi qu'il arrive, et même si ça dépend pas d'une administration ou d'autre chose, quoi qu'il arrive, on sera là. On sera là pour l'aider et éventuellement lui prêter sa génératrice, son plein d'essence, au prix où est le plein d'essence aujourd'hui en plus, ça vaut de l'argent. Voilà. Mais la politique, c'est ça. C'est ça la politique et pour le coup, on est très loin des questions de genre. Effectivement. On est sur l'essentiel. On est sur l'essentiel. Et c'est là que je vous dis qu'à Tracé Rédempteur, oui, ça existe de séparer le débat et la différence. Et quand que des événements comme ça arrivent, et que ce que j'ai d'ailleurs répondu à sa conjointe, avant d'être mairesse, je suis une citoyenne dans une communauté. C'est simple. Parmi d'autres. Oui. Et je suis une citoyenne dans une communauté. Et c'est quoi une communauté? Ben, c'est ça. C'est un groupe de personnes qui peuvent compter un sur l'autre. Et que quand ça arrive, il y a des événements qui arrivent qui sont négatifs, ben, on est là. Et au-delà du poste, oui, de la mairesse qu'on fait de la gestion municipale,
mais il y a aussi des personnes. Et on est des personnes qui font partie de la même communauté. Parce que faut pas se leurrer, hein. Être mairesse, être député, être ministre, être premier ministre, c'est des fonctions de gestion temporaire pour une organisation permanente. C'est bien, c'est une jolie manière de boucler la boucle. Tu viens de le dire, qu'on soit maire, qu'on soit premier ministre, qu'on soit ministre, qu'on soit citoyen, qu'on soit majeur, qu'on soit mineur, qu'on soit en âge de voter ou pas, on est tous des personnes. Exact. Voilà. Et bien qu'on soit hétéro, qu'on soit homo, qu'on soit trans, qu'on soit queer, qu'on soit autochtone, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit gris, on est tous des personnes. Voilà. Et quelle belle conclusion, Julie. Une belle personne qui nous parle des personnes dans une région, le Québec, où globalement, malgré tout, on sait accueillir les personnes. Mais je te renvoie l'ascenseur. Parce que pour se dévoiler et pour avoir une conversation aussi riche qu'on a présentement, il faut aussi avoir une personne devant soi de la même richesse. Merci, Julie. Ça fait plaisir. Et ça se sent. Ce fut absolument un bonheur et un privilège de jaser. Je me mets au vocabulaire québécois. Je jase maintenant. Ce fut un privilège vraiment de jaser pendant un peu plus d'une heure maintenant avec toi, et pour ne rien cacher aux auditeurs, pendant une bonne demi-heure avant qu'on commence à enregistrer. Oui. Et je ne sais quoi me dit que c'est pas la dernière fois. Je te remercie énormément. Je mettrai en commentaire de ce balado toutes les références aux associations, aux organismes qu'on n'a pas forcément cités tous dans le détail, mais qui sont importants. Vous aurez évidemment le lien pour aller voir cette vidéo sur les 54 secondes, la montre de 54 secondes, quelle belle image. Tout ça, vous l'aurez sur le podcast. Si vous voulez rentrer en contact avec Julie, facile, très saint rédempteur. Voilà, c'est simple. Vous arrivez à Montréal, vous arrivez à l'aéroport Elliott Trudeau, vous montez dans un taxi, très saint rédempteur. Voilà, c'est simple, c'est direct. C'est pas si loin que ça en plus. Non, c'est vrai. Hein, c'est vite fait. C'est vite fait. Voilà, vous aurez absolument tout ça. J'espère que cette émission vous a plu. Julie, encore une fois, mille merci pour tout. Merci à toi. À bientôt. Ciao. À bientôt. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu-frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu-frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas @ ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com.
Bah, j'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Faitufrette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt.